Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Vers 2020, donc sur Média France TV. Ce soir, il y a Mohamed Chaouch qui va m'accompagner pour notre émission, comme d'ailleurs notre première émission de Vers 2020, donc c'était mon ami Mohamed Chaouch qui nous avait supporté, apporté sa connaissance sur ce sujet. Nous allons commencer par l'attentat terrible en Somalie, plusieurs décès, Mohamed, et il y a plusieurs blessés aussi. La Turquie a apporté une aide monstrueuse en envoyant leur avion, ambulance, avec plusieurs blessés graves qui ont été rapatriés en Turquie. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi la Somalie? La Somalie n'a pas de richesse, entre guillemets, apparente. Pourquoi tout d'un coup les terroristes s'attaquent à un pays qui est déjà pauvre? Tout d'abord, bonsoir, chers téléspectateurs. Je remercie Mourad et Média France TV pour ce programme qui, de jour en jour, permet à l'ensemble de nos téléspectateurs d'avoir une vision, un point de vue très différent des médias classiques de notre horizon. Je remercie aussi Chaban Kiper qui avait participé aux autres programmes de Vers 2020. Dorénavant, c'est moi qui vais vous accompagner avec Mourad, mon ami Mourad, sur ce programme, sur ce créneau, du lundi soir à partir de 20h. Nous débattrons de l'actualité en général, mais plus particulièrement l'actualité politique et sociétale. Par rapport aux événements dramatiques de la Somalie, de Mogadiscio plus précisément, tout d'abord, j'aimerais apporter mes condoléances à ce peuple ami qui est meurtri par cet attentat. Plus de 300 morts. Énorme, c'est énorme. C'est un bilan dramatique, inhumain. C'est le bilan catastrophique, meurtrier le plus important de l'histoire de la Somalie. Plus de 300 morts. C'est un double attentat, donc mûrement réfléchi, préparé par les groupes terroristes qui ont bien sûr voulu faire un maximum de dégâts, de pertes civiles, d'innocents, parce que là c'était pas une base militaire ou les institutions de l'État qu'ils prétendent renverser, mais purement des civils lambda qui ont été touchés de plein fouet. Donc bien sûr c'est tragédique et nous apportons toutes nos condoléances aux familles des victimes. Par rapport à l'aide humanitaire qui a été apportée par la Turquie, c'est un geste hautement symbolique qui est totalement justifié de par la gravité de l'événement. Et j'espère que les autres pays, notamment les pays occidentaux, en feront de même pour que les plaies se cicatrisent plus rapidement. Donc j'appelle ici l'ensemble des pouvoirs publics à pouvoir soutenir un pays qui est largement meurtri et dont les pouvoirs publics sont je pense dépassés par l'ampleur des vu l'économie du pays en aussi, question. Aussi. Voilà, nous condamnons toutes sortes d'attentats, d'actes terroristes sur nos écrans, bien sûr, quel que soit le pays. Bien sûr, là, le nombre de décès est énorme, juste énorme, pratiquement le double des gens qui ont perdu leur vie en Europe, mais sur une année complète. Bien sûr, et quel que soit le nombre, même si c'est une personne de trop. Donc là, je ne débat même pas de l'organisation ou de tel groupe, quel que soit leur cause, leurs revendications, et si ce n'est en plus des groupes qui font ça au nom de l'islam ou d'une certaine autre religion, enfin quel que soit leur truc, c'est juste impensable, intolérable et inacceptable, surtout pour nous qui sommes de confession musulmane. Donc c'est juste inadmissible, et ces personnes-là n'ont rien à faire dans de tels actes ou dans une religion qui est la religion de la paix, quoi. Nous avons déjà parlé à l'époque que quel que soit le groupe terroriste, on ne devrait pas les nommer par leur appartenance religieuse.
On ne le fait pas d'ailleurs avec d'autres groupes terroristes comme l'attaque à Las Vegas. Donc on n'a jamais parlé de l'appartenance religieuse tout à fait. de cet acte qui a fait plusieurs morts aussi. Ça, je pense qu'il faudra qu'on le souligne plusieurs fois. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres attentats. J'espère. S'il y en a, on va le souligner plusieurs fois. Bien sûr. Voilà. Nous allons passer sur l'émission de hier du président Macron. Alors, les avis sont un peu partagés. Les gens qui ont soutenu la présidence de Macron, donc qui l'ont soutenu avec leur voix, trouvaient que Macron était de nouveau à la hauteur de ce qu'il proposait avant les élections. Et une partie, donc l'autre partie, n'était pas tellement d'accord, mais pas tellement d'accord. C'est ce qu'on a vu et suivi dans les médias. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Parce qu'en fait, Macron n'avait pas commencé au bon endroit sa présidence. Ça fait maintenant 5 mois qu'il est élu, et les gens ne voient pas réellement ce qu'il avait promis. Par exemple, tout ce qui est taxes, etc. Il a commencé peut-être à l'envers sa liste. Alors, par rapport à l'émission d'hier soir, moi j'aimerais commencer d'un peu plus loin. Nous avions avec Nicolas Sarkozy un hyper-président qui était omniprésent sur la scène politique, qu'elle soit nationale ou internationale, sur les sujets sociétals, sur l'ensemble des sujets qui touchent la population. Il était hyper omniprésent. Après Nicolas Sarkozy, nous avons eu un François Hollande qui lui était totalement absent. Complètement l'inverse. Voilà, à l'opposé de Sarkozy. Ouais. Alors, et quand il était présent, il était à côté de la plaque. Donc c'est dommage. Donc nous avions une droite hyper présente, une gauche absente ou pas vraiment à sa place. Et là maintenant, on a une synthèse des deux. Donc un Macron qui est là, mais de la mauvaise manière. Pourquoi de la mauvaise manière? Il a été élu, Emmanuel Macron a été élu par une population qui était en attente d'un renouveau, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle politique. Après les déboires de la gauche, de la droite, l'ensemble des scandales à répétition des politiques, voilà. Ils ont vu qu'il y avait une proposition d'une nouvelle offre, entre guillemets, d'un Emmanuel Macron, d'un parti, d'un mouvement qui était en train de se créer. Le fait est que, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on a vu qu'il n'était pas vraiment différent des autres gouvernances, des autres présidents. Et en plus, il tape fort. Donc, actuellement, Emmanuel Macron, son langage, son mépris vis-à-vis de la population a fait que ça s'est traduit tout de suite par une baisse dans les sondages. Là, actuellement, il a perdu au moins 15 à 17 points dans les sondages. Donc c'est énorme pour un président qui vient juste d'être élu. Ça fait moins de 6 mois. Donc, est-ce qu'il va continuer dans cette lancée-là? Est-ce qu'il va corriger le tir? Est-ce qu'il va se ressaisir? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, il fait une politique pour les riches. Il fait un appel de pied aux riches. Lorsqu'on demande de faire un effort aux petits épargnants, aux personnes qui ont besoin d'un APL pour pouvoir se loger dignement, lorsqu'on doit encore plus serrer la ceinture, c'est pas ce qu'attendait le peuple, c'est pas ce qu'attendaient les Français, c'est pas ce qu'attendait, la ménagère qui va faire ses courses et qui doit calculer au centime près. Mais quelque part, elle a besoin d'un budget, et donc il n'avait pas annoncé cette baisse d'APL avant les élections, bien sûr, mais il a annoncé d'autres réformes où il faut qu'il le budgétise quelque part. Oui. C'est vrai que les gens n'attendaient pas la baisse des sondages. Est-ce qu'on peut le dire, on peut traduire que les électeurs qui ont voté Macron vont revenir sur les partis classiques? Alors, je crains que non. Pour lui, je crains que non, dans le sens où les partis politiques traditionnels sont en train de s'effriter.
Actuellement, quand on voit le PS qui est obligé de vendre son siège social historique, rue Solferino... Ils n'ont plus le même budget aussi, hein. Bien sûr, ils n'ont plus donc le même il faut budget, resserrer la ceinture. Oui, mais ça fait mal, je pense, pour un parti hautement symbolique pour le paysage politique de la France. Ça fait mal. Qui est obligé de licencier pour motif économique entre 50 et 100 personnels au sein du parti. Vous imaginez pas le brouhaha, la cacophonie que ça peut faire. Donc un super parti qui était hyper présent dans la politique française est en train de s'effondrer, de s'effriter. De l'autre côté, vous avez les restes de l'UMP avec lequel ils ont du mal. Voilà, ils ont réussi à recoller les morceaux, au moins de façade. Mais à l'arrière, on ne sait toujours pas quelle est la vraie ligne directrice de leur mouvement. Donc là, pareil, actuellement, il y a un flou total. Après, Emmanuel Macron, je pense que son parti, vu comme il est parti, son mouvement risque de s'effriter aussi parce que le peuple a fait l'expérience d'un renouveau. Il peut très bien le renouveler, et c'est ce que je souhaite, il peut très bien le renouveler et choisir un autre mouvement, une autre force politique qui pourra mieux servir ses intérêts et qui aura peut-être un meilleur message que ce qu'a donné Emmanuel Macron et son mouvement. D'accord. Donc toi, dans l'ensemble, l'émission de hier soir, ça t'a paru la baisse continue au niveau... C'est la continuité d'Emmanuel Macron. Après, voilà, il reste fidèle à lui-même par rapport à ce qu'il prévoit de faire. Moi, la crainte que j'ai, c'est que Emmanuel Macron, bien sûr, il est présent, il est peut-être un peu plus discret qu'un Sarkozy, mais ce que nous venons de voir aussi, c'est que c'est un Emmanuel Macron qui tire l'ensemble des ficelles. Nous avons un Premier ministre qui est absent, des ministres qui sont quasiment effacés. Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, nous avons l'impression que le grand amour entre la France et l'Allemagne, il y a eu quelques séparations là-dessus? Parce qu'en fait, il n'est plus du tout... comme Sarkozy ou Hollande, oui. Très proche de l'Allemagne. Il est un peu plus diplomatique avec tout le monde sur le plan international. C'est une autre école, c'est une autre génération de politiciens. Macron. D'ailleurs, il n'est plus le plus jeune président parce qu'en fait, en Autriche, probablement, il y aura quelqu'un qui sera un peu plus jeune. On va aussi en parler, mais effectivement, donc il risque d'être détrôné par l'Autrichien. Par contre, c'est une autre vision, c'est une autre façon, c'est une autre école. Moi, je suis persuadé qu'il y croit en l'Europe, mais il n'y croit pas de façon sociale, plutôt de façon capitale. L'Europe présente, mais de par les capitaux, de par la finance, peut-être aussi l'industrie, mais beaucoup sur l'aspect économique et beaucoup moins sur l'aspect social. Et moi, c'est ce qui me dérange parce que un État, il se doit d'être social, surtout un État comme la France. Qui a dans ses gènes le côté social. Il doit être présent. Il doit pouvoir être au chevet de ses compatriotes lorsqu'ils en ont besoin. Et malheureusement, actuellement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les citoyens qui doivent toujours donner un peu plus, toujours payer un peu plus les pots cassés des politiciens. Je reviens sur l'Autriche. On a eu les élections. Alors, est-ce que les pays d'origine germanique d'Europe, ils commencent à virer vers l'extrême droite complètement? Parce que pendant les législatives d'Allemagne, il y a l'extrême droite qui est rentrée au Parlement. Il y a quelques semaines en arrière de ça. Et là, on voit que la droite et l'extrême droite ont une poussée en Autriche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France aura une partie de ce mouvement aussi vers la droite, le virer vers la droite? Alors, les peuples germaniques sont plus ouverts, je dirais, sur cette tendance-là.
je dirais, un pas d'avance sur la France, sur le peuple français, concernant des choix plus identitaires, plus portés sur l'identité nationale. De fait, le rejet de l'arrivant, de l'autrui, des personnes qui sont citoyens à part entière de cette population, mais qui ne sont pas considérés comme. Pourquoi ? Parce que ils ont une couleur de peau différente, parce qu'ils ont une culture d'origine différente, parce qu'ils ont des parents différents, parce qu'ils ont une croyance différente, en l'occurrence les musulmans. Donc les peuples germaniques, je dirais, ont un pas d'avance. Ce qui est regrettable, quand je regarde le nombre de populations d'origine turque vivant en Allemagne et en Autriche, c'est juste affolant. Sans compter l'ensemble des autres populations qui viennent des autres pays de l'Europe centrale. Faut bien savoir que l'Autriche et l'Allemagne, Balkans, la Yougoslavie, voilà, tout ce qui est Serbie, les anciens pays du bloc soviétique. L'Autriche, c'est la première porte d'entrée sur l'Europe occidentale. Donc voilà, il y a une cohabitation de tout cet ensemble de populations qui marchait très bien. Et donc les politiciens ont gratté. Ils ont trouvé une porte dérobée par laquelle ils vont propager leur haine raciale à l'ensemble de la population. Ils ont déjà fait l'expérience avec Jürgen Haider à une époque. C'est un retour qui est en train de se propager. J'espère que ça n'aboutira pas, parce que ça pourrait donner plus d'espoir à l'extrême droite germanique, française, belge, les autres. On le voit en fait, les Pays-Bas, avant la France, lors des élections, tous les candidats tapaient sur le même sujet. Est-ce que l'Europe risque de revivre ce qu'on a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale ? Parce que là, surtout, le virus raciste ou racial a commencé en Allemagne à l'époque. Ça a été étalé en Autriche, donc tout le bloc germanique. Puis ça s'est étalé quand même en Italie, en France, tout ce qui est la Belgique, etc. Là, on est en train de revivre la même scène pratiquement. Après, le risque, il est toujours présent. Quand tu vois ce qui se passe en Espagne, les Catalans qui ont demandé leur indépendance, avant leur indépendance, il y a eu des sondages qui ont été faits. Les Catalans ne voulaient pas de touristes sur leur territoire, alors que c'est l'une des zones les plus touristiques de l'Espagne. D'accord ? Ils ne voulaient pas de touristes. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est leur terre. Mais là, c'est encore plus pire, parce que c'est même pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle régionale. Donc, est-ce que l'Europe va vers une balkanisation ? Ça serait dramatique. À une époque où on a voulu ouvrir les frontières, l'unité européenne. Et là, donc, en fait, le message n'est pas passé. Ou il a été mal compris, ou mal accompagné. Est-ce que la vision de l'Europe, c'est juste pour les politiques, pour les politiciens, pour les technocrates, ou est-ce que les peuples n'adhèrent plus à cette vision européenne qui nous a été tellement bien vendue, bien miroitée. Donc là, il y a un réel souci. D'un autre côté, on a aussi le risque toujours en Italie de la Ligue du Nord, qui risque aussi de faire scission. Donc, quand je dis la balkanisation, c'est qu'on peut retourner à des petits... tout le monde est attentif à ce sujet. Oui. Tout le monde suit l'action de l'Espagne, du Catalan. Par contre, nous avons les Bretons, la Corse, l'Alsace, oui, qui est un sujet qui revient sans cesse. Nous avons la Belgique. Oui, hein, oui. La partie flamande. C'est le moins pire. La Belgique, bon, c'est ceux qui sont flamands, sur le pour l'instant. Oui. Ils sont... Donc un État fédéral, mais qui a toujours ces risques de déclaration d'indépendance de l'une et de l'autre partie des régions. Oui. Voilà. Donc pour dire, c'est que plus les populations vont être mécontentes, plus ils vont être sur un repli identitaire. Donc ça sera plus un repli identitaire national, comme on l'a connu à une époque, mais c'est encore plus grave, ça devient régional.
Et c'est quoi la prochaine étape? Un repli identitaire au plan départemental, au plan Est-ce que d'une les commune? petites communautés en Europe, comme les Catalans, prennent l'exemple sur le Moyen-Orient, où il y a un enjeu, hein, bien Oui. sûr. Les Occidentaux font tout pour diviser, pour mieux régner. Mhm. Hein, on est d'accord. Bien sûr. Pour le pétrole, etc. Donc on essaie de diviser les grandes nations comme l'Irak, la Syrie, etc. À des petits États comme le nord de l'Irak, hein, qui a demandé son indépendance. Donc est-ce que on aura de plus en plus de peuples européens qui vont prendre l'exemple, qui auront le courage de se lancer, pourquoi pas notre communauté? Est-ce que ça peut s'étaler très rapidement? Ça peut aller très rapidement, Alors, vu la montée. les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, tu as ces mouvements en Europe occidentale qui sont purement identitaires, et je dirais aussi économiques, dans le sens où, quand tu prends l'exemple de la Ligue du Nord, c'est parce qu'ils ne veulent plus partager leurs richesses avec leurs compatriotes du sud de l'Italie, sous prétexte que voilà, eux ils travaillent moins, l'ensemble des investissements et des grands groupes économiques sont basés sur le nord de l'Italie, et le sud a été délaissé. Donc si tu veux comparer, c'est comme la Turquie, pendant pratiquement un siècle, l'ensemble des investissements économiques ont été faits sur l'ouest du pays, ou même l'extrême ouest, Oui. et l'est a été Nord-ouest, hein, plutôt. oui, Hein. et l'est du pays a été délaissé, abandonné, méprisé. Donc c'est une mauvaise conception d'un État. Après, quand tu prends l'exemple de l'Irak, c'est totalement différent. Vu leur situation géopolitique, l'ensemble des populations qui peuplent cette région, c'est une poudrière. C'est très dommageable et c'est très dangereux comme attitude d'une population de vouloir déclarer une indépendance, surtout dans des conditions pareilles. Après, moi, là où je me pose des questions et là où je condamne fermement cette attitude, c'est dans le sens où c'est pas vraiment une idée des peuples autochtones de cette région-là. Quand je vois un Bernard-Henri Lévy, un Bernard Kouchner, qui sont omniprésents dans ce processus, je me pose des questions. Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Qu'est-ce qu'on va ça va nous ramener faire des étincelles en France. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc le risque des étincelles en France, moi je n'y crois pas trop, mais c'est que ces personnes-là vont avoir un discours totalement différent en Occident et en Orient. Donc en Occident, ils vont avoir un discours Plutôt rassembleur. Oui, donc par rapport au mouvement, donc ils vont avoir un autre discours. Et de l'autre côté, ils vont avoir un discours qui va prôner, comment dire, l'indépendance du peuple, ou leur droit à l'autonomie, leur droit à leur parcelle de terre, etc. Donc c'est vraiment très contradictoire et c'est très condamnable dans le sens où il faut vraiment jouer avec le feu dans une région qui n'en a vraiment pas besoin, qui a besoin d'une stabilité régionale, locale. L'ensemble des populations qui vivent là-bas, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, juives, ont besoin d'un vivre ensemble, ont besoin d'une paix, qu'elle soit définitive et durable, pour que ces pays-là puissent se redresser. Cette région-là détient l'ensemble des richesses qui sont inestimables, mais L'or noir, hein. oui, mais ces richesses-là sont malheureusement exploitées et soudoyées par d'autres puissances. Une très grande partie de la richesse ne retourne pas vers Pas du tout. Donc, nous allons changer sur notre sujet, donc on va passer sur un autre sujet qui est d'actualité aussi, les harcèlements sexuels qu'on a vu. Oui. Alors il y a le scandale total aux États-Unis. Par contre, c'est une réalité qu'on a camouflée pendant
quelques années. Là, c'est aujourd'hui, peu dire quelques années, c'est très peu dire, oui. Voilà, quand on regarde les tweets, les dames, les demoiselles qui sont en train de tweeter dénoncent Oui. ton port, port. ouais. Et ça a pris de l'ampleur. Et pourquoi on l'a caché? Parce qu'en fait, est-ce qu'on voulait montrer l'image de l'Occident qui est totalement libre, les gens sont libres, machin, etc. Est-ce que cette liberté n'est pas réelle? Parce qu'en fait, s'il y a autant d'harcèlement et caché, c'est qu'il y avait un souci. Alors, tout d'abord, j'aimerais condamner ces actes-là, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la personne qui la commet. Et, là, ce que j'ai entendu ce matin, c'était juste hallucinant. Bruno Le Maire qui disait qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne dénoncerait pas une personne si elle était, auteur d'harcèlement. Après, avant midi, il s'est vite repris. Il a publié une vidéo pour s'excuser, pour dire qu'il dénoncerait bien. Par contre, les faits sont très graves dans le sens où c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est des dizaines de personnes, et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se manifester. C'est très dommageable dans le sens où ça montre qu'une certaine puissance médiatique, économique, institutionnelle donne à certaines personnes le droit d'agir n'importe comment. Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faudra voir, ou nous avons dans notre société des jeunes qui ne pensent que uniquement à leur carrière, et pour ce carrière, ils sont capables de tolérer beaucoup de choses, même des attouchements sexuels ou quelque chose. Je pense. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a dévoilé aux États-Unis, c'est plutôt ça. La plupart de ces dames. Je suis plus nuancé, dans le sens où c'est un milieu très spécial. Donc c'est pas comme un milieu d'entreprise ou une société normale. C'est un milieu très spécial à lui-même. La puissance de ce monsieur Harvey est telle que il cloue tous les becs. Il cloue tous les becs. Entre guillemets, c'était, je dis bien entre guillemets, le patron d'Hollywood. Hein. Donc une personne comme ça, d'une telle ampleur, se permet de faire ce qu'il veut. Et ce qui est très regrettable et très condamnable, c'est que beaucoup de personnes, que ce soit des personnes ayant travaillé avec lui, ayant travaillé pour lui, des collaborateurs à lui, étaient au courant de ses agissements. Des victimes. Il y en a beaucoup qui ont apporté leur témoignage là-dessus. Mais très tardivement. C'est ça qui est regrettable. Alors, Et la plupart des femmes. Oui, mais bien sûr. Alors, très connu. Si cet événement, alors moi je me pose la question, un tel scandale, s'il aurait eu lieu dans un pays musulman ou dans un environnement musulman, j'ose même pas l'imaginer. Alors je sais pas, je donne un exemple, je sais pas, une institution religieuse qui tombe dans un scandale comme ça, que je ne souhaite pas bien sûr, mais t'imagines l'ampleur que ça aurait pu prendre. Donc, je dis pas que ce qu'a fait cette personne ou ce que peuvent faire d'autres personnes, c'est indéfendable. C'est indéfendable, bien sûr. Inconcevable, quelle que soit la tenue de ces personnes-là, quelle que soit leur façon de vivre, quelles que soient leurs orientations, c'est inconcevable. Et malheureusement, on est arrivé à un tel état d'esprit que on nous fait accepter, on nous fait taire. On allège un peu l'acte. On allège énormément, pas que un peu. Lui-même, il avait dit, je suis un homme, je peux me tromper, donc on peut se tromper, on peut faire des bêtises, je m'en excuse et on va continuer. Une fois peut-être, d'accord. Mais tu vois, on a eu l'affaire DSK. Voilà, on en a parlé et c'est fini. Mais j'en suis sûr qu'en France, pour revenir dans plusieurs cas, j'en suis sûr que dans les milieux, qu'elles soient politiques ou économiques, il y a encore énormément de scandales comme ça
qui sont prêtes à être dévoilées. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit. Il y a une libération de la parole qui se fait, et j'espère qu'elle sera omniprésente, cette liberté de parole. Et j'invite ici l'ensemble des personnes qui sont victimes de dénoncer, de ces agissements, d'avoir le courage. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà, d'une personne qui a son emploi, qui a peur, qui a des crédits. Si c'est une femme qui vit seule avec ses enfants, c'est très 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 difficile, et il faut vraiment un certain courage. Mais ces personnes, ces ravisseurs connaissent bien leurs victimes et ils jouent de cette situation, de ces victimes-là, pour pouvoir passer à l'acte. Ils jouent de leur pouvoir. Et bien sûr, mais bien sûr. Je te remercie, Mohamed. C'est moi qui te remercie. Et puis à lundi prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis, donc avec d'autres sujets. Comme en ce moment, l'actualité change très rapidement. On a de quoi faire jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et à lundi prochain. À lundi.